Mes chers collègues, je vous propose qu'on commence, notamment parce que Monsieur Attali, qui a réussi déjà à se libérer, à venir jusqu'à nous aujourd'hui, a une contrainte et doit absolument nous avoir quittés à 15h30, donc ce qui nous laisse... 26, même si dire une bonne année 2026, c'est a priori un oxymore, puisque tout se prépare pour que 2026 ne soit pas bon, ni en termes internationaux, ni en termes climatiques, ni en termes nationaux. Ce qui veut dire, si on veut être plus souriant, nous ne pouvons avoir que des bonnes surprises, puisque le pire et le plus vraisemblable, à bien des points de vue, le climat, même s'il fait froid aujourd'hui, est annoncé comme le plus chaud de l'histoire pour cette année, à partir du printemps, et que les guerres sont là, de plus en plus nombreuses, et que les rapports de force sont de plus en plus visibles. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez vertigineuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelles valeurs vont façonner notre monde d'ici 2050 ? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une source unique et vraiment très dense, le compte-rendu d'une audition qui a eu lieu au Sénat français au tout début de cette année 2026. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'en extraire la substance, de vraiment décortiquer la vision de cet observateur sur l'avenir de la démocratie et les grands équilibres mondiaux. Exactement. Et dès le départ, l'ambiance, elle est posée. L'intervenant commence par une vision très sombre de l'année 2026. Un oxymore, c'est le mot qu'il utilise. Oui, un oxymore. Tout semble annoncer une année terrible, sur le plan international, climatique, national, enfin, partout. D'où sa mère qu'il lance toute son analyse. Et il ne perd pas de temps pour poser le cadre de sa pensée, qui est pour le moins radical. D'emblée, il affirme qu'il n'existe pas, et qu'il n'a jamais existé, d'ordre international. Jamais. Jamais. Ce qu'on prend pour un ordre ne serait en réalité qu'une succession de rapports de force. Pour lui, le droit international, ce n'est pas un vrai droit. Ah oui, c'est une position très dure, ça. Il rejette complètement des institutions comme la Cour pénale internationale ou les résolutions de l'ONU. Il ne rejette pas leur existence, mais leur efficacité réelle. Un vrai droit, ça implique une sanction qui est universelle et appliquée si on ne le respecte pas. Et ça, à l'échelle des nations, ça n'existe tout simplement pas face à une superpuissance. D'accord. Du coup, selon cette grille de lecture, les nations n'agissent que selon deux moteurs. Le premier, c'est l'égoïsme rationnel. Ok. Et le second, Mais un peu plus optimiste. c'est l'altruisme intéressé. L'altruisme intéressé. Donc en gros, l'idée, c'est je t'aide, mais seulement parce que ça m'arrange au final. C'est un point de départ assez cynique, non ? C'est cynique. Mais il le présente comme pragmatique. Et il nous dit de garder cette grille de lecture en tête parce qu'elle est fondamentale pour comprendre tout le reste. Elle va même revenir à la toute fin pour justifier l'espoir. D'accord, gardons ça en tête. À partir de cette base, un monde sans règles, mu par l'intérêt, il déroule une idée assez décapante sur la psychologie des nations. Il applique une règle de la vie de tous les jours à la géopolitique. Oui, la règle c'est « on déteste celui qui nous ressemble et qui réussit mieux que soi ». Et le premier exemple qu'il donne, c'est la Russie et l'Ukraine. Oui, il explique que la Russie attaque l'Ukraine non pas parce qu'elle est différente, mais précisément parce qu'elle lui ressemble trop. Une démocratie slave, prospère, à ses portes. C'est une menace existentielle pour le régime de Poutine. La peur de la contagion. Exactement. Et le même schéma s'appliquerait à la Chine qui menace Taïwan. Taïwan, c'est la preuve vivante qu'une société de culture chinoise peut être une démocratie florissante. Et ça, c'est un affront direct à la légitimité du Parti communiste chinois. Ces deux exemples sont assez clairs. Mais celui qui m'a vraiment fait tiquer et qui est sans doute le plus polémique, c'est sa lecture de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Ah oui. Selon lui, les États-Unis nous détesteraient aujourd'hui pour la même raison que les Serbes, les Juifs ou l'Iran. Notre modèle, notre qualité de vie, nos services publics, notre sécurité seraient, sur bien des aspects, supérieurs aux leurs. Et cette réussite serait devenue insupportable pour une partie de l'Amérique. C'est une affirmation choc qui va vraiment à l'encontre de tout le discours sur l'alliance occidentale. Mais ça s'inscrit dans sa description de la position de l'Europe. Il la décrit comme la partie du monde la plus riche, contrairement à l'idée reçue d'un déclin, et comme le dernier grand pôle démocratique de la planète. C'est ce statut qui nous rendrait si vulnérables. C'est ça.
à la fois désirable et incroyablement menacée. La formule qu'il emploie est saisissante. L'Europe serait une superpuissance ouverte à tous les vents, face à 3 superpuissances qu'il juge, elles, déclinantes, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et cette configuration est très dangereuse pour nous. Cette image de superpuissance ouverte à tous les vents est forte. Mais parmi ces menaces, son analyse des États-Unis est... Waouh, j'avoue qu'elle m'a surpris. Il va beaucoup plus loin que la simple jalousie. Oui, le diagnostic est brutal. L'intervenant affirme que les États-Unis ne sont plus une démocratie, mais seulement une grande puissance. Et comment il était une thèse aussi provocatrice? Il cite l'idéologue de Donald Trump, Curtis Yarvin, qui a posé une question faussement naïve. Il y a 3 pouvoirs aux États-Unis, judiciaire, législatif et exécutif. Mais rappelez-moi, lequel de ces 3 pouvoirs dispose de l'armée ? Le pouvoir exécutif, bien sûr. L'idée, c'est que la force prime sur le droit. Voilà. Et pour l'intervenant, cette question rhétorique résume tout. Et si ce ne sont plus les valeurs démocratiques qui guident les États-Unis, qu'est-ce qui les guide alors ? Selon la source, leur objectif stratégique numéro 1, c'est le maintien de la domination du dollar. C'est ça leur super pouvoir. C'est la capacité d'émettre la monnaie de réserve mondiale qui leur permet de financer leur déficit colossal. Et donc de maintenir leur puissance militaire et économique. Tout à fait. Et c'est cette logique qui expliquerait certaines interventions géopolitiques, comme celle au Venezuela, par exemple. Pour être sûr que tout le monde suive bien, l'enjeu au Venezuela, selon lui, ce n'était donc pas la démocratie ou même le pétrole en tant que tel, non. L'enjeu vital était de s'assurer que le pétrole vénézuélien continue d'être vendu en dollars. La menace ultime pour les États-Unis, c'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Le fait que des matières premières stratégiques commencent à être échangées dans d'autres monnaies. C'est ça. Ce serait une attaque directe contre leur capacité à financer leurs dettes presque gratuitement. Et ils défendraient ce privilège à n'importe quel prix. C'est une vision incroyablement transactionnelle, très loin des grands discours sur les valeurs. Et ce scepticisme, ça nous amène au cœur de son analyse, n'est-ce pas, Gli ? L'idée que la démocratie elle-même est en crise. Exactement. C'est le deuxième grand volet, le procès de la démocratie. Si le modèle démocratique recule partout, ce n'est pas un hasard. C'est, selon lui, parce qu'il a échoué sur des promesses essentielles. Et la première, c'est la réduction des inégalités. Oui, les pays totalitaires sont aussi très inégalitaires, mais ça se voit moins. La corruption, les fortunes des élites, tout ça est caché, alors que nos démocraties les exposent, et ça crée de la frustration. Il liste aussi l'échec à assurer la sécurité des citoyens, à maintenir une identité nationale via l'intégration. Et surtout, le point qui me semble crucial, c'est l'incapacité à donner un sentiment d'espérance, à définir des projets de long terme. Absolument. Et c'est flagrant sur les enjeux climatiques et la dépendance aux énergies fossiles. Et face à ce tableau, le contre-modèle chinois est présenté de façon assez troublante. Comme une preuve éblouissante, c'est le terme, de l'efficacité d'une dictature qu'il qualifie d'intelligente. La source insiste sur la lucidité stratégique de la Chine depuis plus de 20 ans. Ils auraient compris avant tout le monde que l'avenir du monde passait par son électrification et que cette électrification devait être verte pour être durable. Le tableau qu'il dresse est absolument vertigineux. On a l'impression d'une partie d'échec planifiée sur 30 ans. Il explique que la Chine a méthodiquement pris le contrôle de toute la chaîne de valeur, le solaire, le nucléaire, l'éolien. Et en parallèle, ils ont obtenu un quasi-monopole sur le raffinage des matériaux critiques, ces matériaux indispensables aux batteries, aux éoliennes. Il y a cette anecdote qu'il raconte. Le matériau se trouvait en France. À La Rochelle. Et elle a été vendue aux Chinois. Eux ont compris son importance stratégique, ils l'ont développée et ils s'en sont servis pour asseoir leur domination. C'est brutal. C'est la parfaite illustration d'un aveuglement stratégique massif de notre part. Et cette réussite industrielle, la Chine l'accompagne d'un discours idéologique très bien rodé. Très bien rodé. Quand on les interroge sur l'absence de démocratie, les dirigeants chinois rétorquent que leur système sélectionne de bien meilleures élites. Ils parlent d'une légitimité mandarinale. L'idée, c'est que personne n'accède au pouvoir national sans avoir d'abord fait ses preuves au niveau local, puis régional. C'est ça. Et ils opposent ça à nos démocraties, où des dirigeants peuvent arriver au sommet, selon eux, sans grande expérience, en étant surtout obsédés par leur popularité à court terme. Ce qui les rendrait incapables de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires pour l'avenir.
Précisément. Et il faut bien avouer que ce discours, aussi biaisé soit-il, trouve un écho, surtout dans un contexte où, partout, la demande de sécurité semble l'emporter de plus en plus sur la demande de liberté. Donc le choix qui se dessinerait, ce serait soit le modèle américain, soit un modèle plus autoritaire. Voilà. Soit la sécurité par le droit individuel de s'armer, soit la sécurité assurée par un pouvoir de police accru au détriment des libertés. Dans les deux cas, la démocratie libérale, telle qu'on la connaît, est menacée. D'accord. Le tableau est donc très très sombre. Franchement, à ce stade de l'audition, on a l'impression d'une fatalité, d'un déclin inéluctable. C'est assez déprimant. Et pourtant, c'est là que l'analyse prend un virage à 180 degrés. Un tournant que je n'avais absolument pas vu venir. C'est un retournement spectaculaire. Malgré tout ce qu'il vient de décrire, l'intervenant se dit intimement convaincu que les valeurs démocratiques finiront par l'emporter. C'est une affirmation de principe où il voit des preuves concrètes de ça. Il voit des preuves partout. D'abord, sur le plan économique. Personne, dit-il, même dans les régimes les plus autoritaires, ne remet en cause le marché. Or, le marché, c'est le libre choix économique de l'individu. D'accord. Et deuxièmement, et c'est peut-être encore plus puissant, il observe la progression mondiale de la demande pour le libre choix de son conjoint, une demande qui est massivement portée par les femmes. Ce qui l'amène à formuler une thèse que je trouve personnellement très audacieuse. Là où il y a marché, il y aura démocratie. C'est une affirmation énorme, je suis d'accord. Elle semble contredire des décennies d'observation de marchés capitalistes dans des régimes très autoritaires. La Chine en tête. Exactement. Comment il justifie un lien aussi direct, quasi automatique ? Son argument, c'est que la domination technologique et économique n'est pas durable sans liberté réelle. Pour rester à la pointe, un pays a besoin d'innovation, de créativité, de prise de risque. Or, tout ça, c'est incompatible avec le climat de peur et de conformisme qu'impose une dictature. Tout au tard, le système se sclérose. Il pense que oui. Il pense que l'ouverture politique de la Chine est inéluctable. Et il ajoute un point fascinant, il est convaincu que ce changement viendra par les femmes, qui, selon ses mots, ont plus besoin de la démocratie que les hommes. D'accord, donc l'aspiration à la liberté serait le moteur de l'histoire à long terme. Mais ça ne résout pas le problème identifié plus tôt, l'incapacité de nos démocraties à gérer le long terme, notamment la crise climatique. C'est vrai. Comment répondre à ce défi ? Et là, la solution qu'il propose est, je trouve, assez révolutionnaire. Elle l'est ? Il propose d'institutionnaliser les droits des générations futures. L'idée est simple en apparence, mais radicale. Elle pourrait tenir en une seule phrase à inscrire dans nos constitutions. Laquelle ? Toute décision contraire à l'intérêt des générations suivantes est inacceptable. Constitutionnel a déjà censuré des lois en se basant implicitement sur ce principe. Oui, pour protéger l'environnement pour le futur. Et ça n'a provoqué aucun scandale. Sa proposition, c'est de rendre ce principe explicite et systématique. Ça nous inviterait à changer complètement notre boussole politique, à se poser pour chaque décision la question « Que penseront nos petits-enfants de ce que je suis en train de faire ?» Tout à fait. C'est une perspective qui peut être effrayante, mais qui oblige à la responsabilité. Mais on entend tout de suite l'objection cynique, celle de Groucho Marx. Pourquoi m'intéresserais-je aux générations futures ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ? Et c'est là que le concept du tout début, celui de l'altruisme intéressé, revient en force et boucle la boucle. La boutade est spirituelle, mais fausse. Car les générations futures font déjà quelque chose pour nous. Elles donnent un sens à notre présent. Comment ça ? Si on décrétait aujourd'hui qu'il n'y en aura plus, notre société s'effondrerait instantanément. Plus besoin d'école, de construire, de transmettre. Nous avons donc un intérêt très concret, très égoïste au bien-être de ceux qui nous suivront. C'est l'idée que nous sommes tous interdépendants, pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Voilà. Les exemples récents le prouvent. Pendant la crise du Covid, on a fini par comprendre qu'on avait un intérêt personnel à ce que tout le monde soit vacciné pour se protéger soi-même. C'est de l'altruisme intéressé pur. Et ça nous amène à la conclusion, on est à un moment de bascule. Une période sombre s'annonce, c'est quasi certain. Mais les outils pour la refondation de la démocratie existent. Oui, la clé, c'est cette prise de conscience de notre interdépendance. Et il va même jusqu'à dire, de façon très provocatrice, que l'élection de Donald Trump est une chance pour l'Europe. Ça, c'est un sacré silver lining, comme on dit. Une chance. Pourquoi ? Parce que Trump force l'Europe à regarder en face une réalité qu'elle refuse de voir depuis 20 ans. Elle est seule, stratégiquement seule. Et quand on est seul, soit on se cache, soit on se lève et on s'organise.
C'est exactement ça. Cette prise de conscience brutale pourrait être le réveil dont l'Europe a besoin pour enfin s'unir politiquement et militairement. L'idée que les crises sont parfois les seuls catalyseurs assez puissants. Et c'est là qu'il conclut avec une métaphore finale qui s'adresse à chacun d'entre nous. Il dit qu'il ne faut pas se demander si l'on est optimiste ou pessimiste. Ce serait se comporter comme un spectateur dans les gradins d'un match. Alors qu'en fait, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des joueurs sur le terrain. La question n'est donc pas combien de temps la crise va durer. La vraie question est comment est-ce que je joue ma partie pour que la crise soit la plus courte possible. C'est une pensée très forte, très responsabilisante. Et pour finir, on voulait laisser en suspens sa proposition la plus radicale. Inscrire noir sur blanc dans la Constitution que toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Alors, la question que l'on peut emporter avec soi est la suivante. Si une telle règle existait réellement aujourd'hui, quelle décision politique, économique ou sociale récente serait immédiatement remise en cause ? La liste pourrait être longue et assez révélatrice. C'est sur cette interrogation que nous terminons. Merci de nous avoir écoutés.